Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information. Les titres à présent. À suivre dans ce journal, la conférence de presse du ministre de l'Agriculture ce jeudi 23 août 2018 sur l'utilisation du glyphosate au Bénin. Et puis dans un autre registre, la signature du procès verbal relatif au statut juridique de l'Église catholique a eu lieu ce jeudi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le point complet dans un instant. Grave accident de la circulation ce vendredi matin à Golodigbe. Un bus de transport est entré dans le décor avec ses passagers. On dénombre quelques blessés. Plus de précisions sur les circonstances de l'accident dans ce journal. Ce sera tout pour le sommaire. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Grave accident de la circulation tôt ce matin de vendredi dans l'arrondissement de Golodigbe à Abomey-Calavi. Ce bus de transport en commun que vous voyez, Kabir Transport Voyage, est entré en collision avec un camion gros porteur avant de terminer sa course du bas-côté du bitume. Alors que le bus roulait à vive allure depuis Cotonou en direction du nord du pays, il a été surpris par un camion garé sur le bord de la voie. Dans une tentative de dépassement, il a malheureusement croisé un autre camion qui venait du nord vers le sud. Résultat, un choc violent, des dégâts matériels et plusieurs blessés. Suivez à présent le témoignage d'un témoin oculaire au micro de Martin Koudenoupo et de Romaric Devochi. On a quitté à 6h30 parce qu'on a chargé le concassé vers 19h30. On sait qu'on est un peu fatigué, on a regaré le camion à Serre, on est reposé là-bas. On avait dit que on va quitter là-bas à 6h30. Qu'on puisse freiner jusqu'à pour rentrer dans la ville là, ça va être le 9h. Donc, mon collègue était devant moi, je suis derrière lui. Quand j'ai vu que le cas venait de Cotonou, le camion Titan était garé à son côté. Comme je ne sais pas ce qu'il est en train de regarder, il a vu que le camion est garant et il voulait dévier. En même temps, il a vu mon collègue sur sa place. C'est de là que l'accident s'est passé. Il y a 3 blessés, le chauffeur est blessé, les passagers aussi sont blessés. Mais ce qui me fait bizarre, donc vraiment, on remercie Dieu qu'on n'a pas trouvé les cadavres. Parce que l'accident s'est passé, vraiment, c'est trop dur pour moi. Le premier des choses, surtout les chauffeurs bus là, il n'a qu'à voir le Bénin. Le Bénin, ce n'est pas Côte d'Ivoire, Ghana, mais il va où? Il va tout juste à Parakou, Manaville. Il n'a qu'à faire doucement. Quand tu les vois, crois sur la voie, c'est comme si ils sont en avion. On est sur la terre, mais ils conduisent n'importe quoi, c'est pas bon. Hein? Dépasser n'importe quoi là, c'est pas bon. Il n'a qu'à faire beaucoup attention. Doucement, on va où? Est-ce que là, il s'en va maintenant, il peut aller? Les passagers sont partis maintenant, mais je ne sais pas ce qui se passe. Non, il n'a qu'à faire doucement. Sur tous les cas, il n'a qu'à faire doucement. Les conducteurs des cas, je ne sais pas, peut-être c'est le propriétaire qui l'a dit de presser, je ne sais pas. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, était face à la presse dans l'après-midi de ce jeudi. Objectif, apporter des éclaircissements sur l'utilisation au Bénin de l'herbicide à base de glyphosate. Il a évoqué l'historique du produit, les dispositions réglementaires au Bénin, l'usage et les techniques d'application du glyphosate au Bénin. Mais il a abordé aussi les effets, les mesures d'accompagnement des producteurs, l'alternative et les perspectives. Reportage, Carole Olaye et Fiacre Voitan. Le glyphosate n'attaque que les mauvaises herbes et n'a aucun impact sur le sol et sur les éléments organiques qui le nourrissent. C'est ce qu'il convient de retenir de la présente rencontre du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui avec les hommes des médias ce jeudi 23 août 2018. Une rencontre qui a pour principal but de faire taire les rumeurs et les différentes polémiques que suscite l'utilisation du désherbant le plus vendu au monde et qui, comme tout autre produit phytopharmaceutique, respecte des caractéristiques précises et les normes d'usage technique d'application au Bénin. Cette loi recommande que tout utilisateur, tout commerçant, tout importateur de ce produit soit agréé. Et tout distributeur devrait être agréé. La deuxième chose, c'est qu'avant qu'un produit ne puisse être homologué, et puisse être utilisé, il est d'abord homologué. Et l'homologation se fait par le Comité national d'agrément des pesticides chez nous.
pour faire comprendre qu'en vérité, le glyphosate s'utilise depuis un bout de temps. Ça n'a jamais fait des hécatombes, ça n'a jamais créé de cancers connus, ça n'a jamais tué les gens. L'utilisation du glyphosate à travers le Killer 480 SL vient donc faciliter la tâche aux producteurs qui, au finish, dépensent moins d'énergie pour plus de rendement. Son degré de toxicité est évalué selon la classification faite par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un paysan ordinaire, surtout avec les appareils à bas volume, qui met au bord de son champ juste 50-100 litres d'eau, il est capable en 3 heures de traiter 3-4 hectares. À la machette, lorsqu'il nous sera demandé de désherber avant de labourer, le meilleur paysan ne peut pas désherber plus d'un quart d'hectare par jour. C'est pour cela que je m'en vais vous dire tout simplement que, en termes de dangerosité, la classification du produit selon l'OMS et selon les formulations déjà nous apaise par rapport à tout ce qu'on dit là-dessus. Toutefois, des mesures de précaution et d'accompagnement sont prises. Nos producteurs savent très bien que ils ne doivent pas mettre l'appareil et aller contre le vent dominant. Il faut le mettre de côté ou derrière pour ne pas être arrosé. D'utilisation. Ce que nous recommandons de plus aux producteurs, c'est de perforer les emballages une fois on les a utilisés, pour éviter leur réutilisation à d'autres fins. Pour finir, le ministre Gaston Dossoui a conclu que cette polémique n'est point technique ni scientifique, mais plutôt politique. En attendant de trouver des mesures palliatives, le Killer 480 SL sera présent dans les champs dans le but d'augmenter le rendement des producteurs et ce, dans le respect strict de l'environnement. Reprise des activités gouvernementales après 2 semaines de congé. Le chef de l'État et ses ministres ont tenu ce 22 août le Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises au terme de cette réunion, entre autres la nomination d'un nouveau directeur à l'INSAE. Suivant à présent un extrait du point de presse d'après Conseil des ministres, une présentation du ministre du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 août 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail concernant la sécurité sociale, normes minimum. En engageant le processus de ratification de cette convention, le gouvernement permet à notre pays de renforcer son régime de sécurité sociale, d'offrir plus d'opportunités à la Caisse nationale de sécurité sociale et à la Caisse mutuelle de prévoyance sociale pour le renforcement de leurs capacités, de faire partie des États membres de l'OIT soucieux d'une plus grande protection sociale des travailleurs. Projet de loi portant création de la Caisse de dépôt et consignation CDC. La Caisse des dépôts et consignations est un outil de développement et de gestion sécurisée de l'épargne au niveau national. En tant que telle, elle soutient les politiques de gestion conjoncturelle de trésorerie et de mobilisation de ressources intérieures. Déroulement de la campagne de commercialisation 2018-2019 des amendes de karité. Cette campagne se déroulera du 6 septembre 2018 au 31 mai 2019. Conformément à la volonté des acteurs de la filière, le Conseil des ministres a décidé de maintenir à 100 francs CFA par kilogramme, comme lors de la précédente campagne, le prix plancher d'achat de l'amende. Promotion des associations sportives communales et institution des classes sportives et des classes culturelles. Les associations sportives communales sont un cadre de regroupement de jeunes pour le développement de la pratique du sport. Le gouvernement a décidé de mettre en place un programme pour leur promotion. Par ce programme, chacune de nos communes disposera d'une équipe dans les disciplines sportives telles que l'athlétisme, le basketball, le football et le handball, et dans les catégories d'âge, notamment des moins de 17 ans et des moins de 20 ans.
L'appui de l'État à ces associations sportives communales a pour objectif la détection et la formation des talents. La signature du procès verbal relatif au statut juridique de l'Église catholique a eu lieu ce jeudi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Une cérémonie qui a connu la participation des évêques de la conférence épiscopale du Bénin. Le point avec Laurent Roland Kodjotoninkes et Damien Pedro. La signature du procès verbal relatif au statut juridique de l'Église catholique au Bénin a eu lieu ce jeudi 23 août entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, et le nonce apostolique Monseigneur Brian Oudaïgwe en présence de la conférence épiscopale. Une cérémonie qui fait suite à l'accord cadre entre le Saint-Siège et le Bénin, signé le 21 octobre 2016, mais également grâce à l'implication personnelle du président de la République, Patrice Talon, qui a rencontré le 18 mai dernier le pape François. Constitué d'un préambule et de 19 articles, ce document de référence a pour objet de fixer le cadre juridique des relations entre le Saint-Siège et la République du Bénin, ainsi qu'entre l'Église et l'État au Bénin. Il vise à réglementer les matières d'intérêt commun et à contribuer à la collaboration en faveur de la promotion du bien commun, tout en sauvegardant dans leur ordre la souveraineté, l'indépendance et l'autonomie qui leur sont propres. Les deux parties s'engagent dans leur relation à œuvrer ensemble pour le bien-être spirituel, social, moral et matériel de la personne humaine et spécifiquement pour la population béninoise que l'État et l'Église ont le devoir de servir et d'assister. Cette signature vient donc garantir à l'Église catholique de mener à bien sa mission au Bénin. Pour Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, c'est un plaisir d'achever un travail qui a commencé depuis plusieurs années. Selon lui, l'État béninois doit beaucoup à l'Église catholique pour la formation des hommes. Ce partenariat avec le Saint-Siège, en l'occurrence l'Église catholique, dira-t-il, est un partenariat positif. Le gouvernement de la République du Bénin souhaite garantir à l'Église catholique qui est établie l'exercice de son ministère dans des conditions optimales de sécurité et de jouissance de liberté d'expression et de manifestation, puisque celui-ci est conforme à notre constitution qui, tout en faisant du Bénin un État laïque, respecte les croyances et les écoles philosophiques présentes dans ce pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a par ailleurs rassuré le nonce apostolique et les évêques que le gouvernement est disposé à respecter les engagements pris dans cet accord cadre et reste ouvert à faire le travail de promotion du bien commun. Le ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, en collaboration avec le médiateur de la République, organise du 23 au 25 août 2018 à Alada un atelier d'échange sur la sécurisation des immeubles conformément à la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin. Cette formation, appuyée par l'Agence nationale du domaine et du foncier, réunit les acteurs de ce secteur des départements de l'Atlantique et du littoral et les délégués du médiateur de la République. Suivez le point de la cérémonie du lancement des travaux. Aristide Setting et Damien Pedro. Les plaintes inhérentes au foncier et au domaine constituent une préoccupation au garde des Sceaux et au médiateur de la République. Les recours portés devant les tribunaux, le médiateur de la République et les révélations des élus communaux justifient la tenue de cet atelier d'échange sur la sécurisation des immeubles conformément à la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin, dont les travaux se tiennent à Alada. Cet atelier vise donc à réduire les recours et plaintes adressées aux médiateurs de la République, mais surtout à permettre aux participants de mieux comprendre les nombreuses modifications apportées au code foncier et domanial en vue de leur large diffusion. Le maire d'Alada, Michel Aclérintor, et le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, félicitent les initiateurs du dit projet. Je voudrais saluer la pertinence de l'initiative du médiateur de la République qui a vu juste en projetant une telle formation sur la sécurisation des immeubles. Vous avez le souci de protéger nos immeubles qui sont cédés pour assouvir en un laps de temps des besoins qui reviennent au galop dès que l'argent est terminé. Au regard de la recrudescence des drames sociaux résultant des problèmes fonciers, je me suis résolu
peu après ma prise de fonction, à prendre par les cornes le taureau de la mafia foncière aux formes et aux dimensions multiples. Toutefois, force est de reconnaître que pour en être à ce désastreux état des lieux, les responsabilités sont partagées entre plusieurs acteurs incontournables que sont notamment les cadres et agents de l'État à divers niveaux, les cabinets de géomètres, les élus locaux et toutes autres personnes ressources intéressées. Pour le médiateur de la République, Joseph Ignon-Lonfon, la tenue de cet atelier est une occasion pour améliorer la culture dans un domaine important pour tous les Béninois. La loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin est venue donc bien à propos et à son heure pour limiter les dégâts ou les contenir. Les décrets d'application ont permis de compléter le dispositif ainsi mis en place. Mais les dispositions de cette architecture juridique sont complexes et compliquées car les vieilles pratiques ont la vie dure. C'est aujourd'hui, mesdames et messieurs, votre tour dans l'Atlantique et aussi un peu le littoral. Nous le faisons d'autant plus aisément que, après avoir suivi les enseignements de ces experts, que je remercie avec tendresse, vous êtes le fondement de toute action dans le domaine foncier. Pendant 72 heures, les participants auront droit à 4 communications présentées par des cadres de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Elles sont relatives à la problématique du foncier rural, du droit de prévention, le fonctionnement des différentes structures compétentes dans la gestion des problèmes fonciers et les procédures administratives à suivre pour l'obtention des actes fonciers. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a rendu public 2 décisions dans l'après-midi de ce mercredi 22 août 2018. La première est liée à une plainte pour diffamation contre le journal Matin Libre. La seconde, elle, concerne une autosaisine relative à une fausse publication du journal Le Nouvel Observateur qui, dans sa parution numéro 521 du mardi 12 juin 2018, a titré « Deuil à la chancellerie en ce mois béni de Ramadan ». Koubourad Osseni a tiré sa révérence. Je vous invite à écouter un extrait des 2 décisions lues par le rapporteur de l'ODEM, Gaspard Adiamossi. Il est au micro de Carnot François Rumbedi Rento et de Denis Maroya. Décision 93-08 ODEM 7. Dans sa parution numéro 897 du vendredi 2 mars 2018, le journal Matin Libre a publié à la une et en premier titre un article intitulé « Dossier FNM », protégé par l'OEC, une grosse débitrice en liberté. À la page 5, il est publié sous la rubrique « Économie » un article surtitré « Microfinance, dossier FNM » et portant le même titre. Le plaignant mentionne dans sa plainte que le journal Matin Libre ne s'est jamais rapproché de lui pour avoir sa version avant de publier des articles sur lui. Il affirme qu'il ne se reconnaît nullement en ce qu'il qualifie d'allégations publiées dans plusieurs parutions du dit journal. Par ces motifs, l'ODEM condamne le journal Matin Libre ainsi que son directeur de publication, M. Maximin Thibozo, pour violation des articles suivants du Code de déontologie de la presse béninoise. Par ailleurs, l'ODEM condamne Matin Libre à publier la présente décision conformément à l'article 31 alinéa 1er de ces statuts qui précise: lorsqu'un média est concerné, la décision prise à son encontre doit être publiée par celui-ci et reprise par les autres organes du paysage médiatique béninois, qu'ils soient publics, privés, audiovisuels ou écrits. Décision 94-08 ODEM 7. Dans sa réponse, le directeur de publication déclare: l'information que j'ai malencontreusement publiée a été capturé sur le site d'information News Bénin Web TV. Plus loin, il ajoute: je dois dire à ma décharge que je n'ai pas prêté attention à l'inscription fake news mise à la suite du titre de l'information sur le dit site sous l'effet de la surprise désagréable qu'a provoqué en moi cette information qui s'est révélée par la suite fausse.
Mais s'étant rendu compte le lendemain de l'erreur, renchérit-il, il a produit dans la parution numéro 522 du même journal un erratum à la une et à la même place. L'UDEM a pris acte de la bonne foi manifeste du directeur de publication. Par ces motifs, l'UDEM renvoie le journal Le Nouvel Observateur, le directeur de publication, M. Kolaole Maxime Sani, ainsi que les journalistes de la rédaction à leur devoir de compétence et au strict respect de l'article 2 du Code de déontologie relatif à l'exactitude et à la véracité de l'information avant publication. L'UDEM met en garde le journal et le directeur de publication contre le non-respect de l'engagement pris. Outil privilégié de la conservation de la mémoire, de faits historiques, de découvertes et des médias, la photographie que nous devons à des grands noms de l'histoire, notamment au français Louis Daguerre, a bien évolué dans le temps. Aujourd'hui, c'est le numérique qui bouleverse ses codes et la transforme. Comment, avec qui au Bénin? Réponse dans ce magazine. Séance shooting photo en mode décontracté, un jeudi matin dans un studio à Cotonou, capitale économique du Bénin. À la manette, un photographe professionnel, un portraitiste, sa signature, le miroir des événements. Comme lui, quelques jeunes béninois sont aux commandes de la nouvelle industrie photographique du pays. Darius Tossou fait partie du Landerneau. Ses œuvres à lui sont signées Riosda Pictures. Une ascension des jeunes favorisée par le numérique. Je pense que le numérique est un moyen plus facile pour nous, photographes, ou pour les gens du milieu de l'audiovisuel, de pouvoir pratiquer leur art ou de pouvoir pratiquer leur travail avec des appareils numériques. L'avènement des smartphones a également changé la façon de créer, d'apprécier et d'utiliser les images. De nouveaux procédés sont nés. Se faire prendre ou se prendre en photo avec un téléphone n'est plus qu'un jeu. Le selfie émerge. Aujourd'hui, avec le numérique, tout est déjà pré-réglé, l'appareil est intelligent. Vous pouvez prendre de belles photos avec votre téléphone, avec Palma. Le numérique est en train de changer ou en train de transformer totalement le milieu de la photographie et de l'audiovisuel. Cependant, les photographes professionnels gardent toujours leur place de choix dans la société. Ça n'empêche pas les photographes professionnels d'exercer leur boulot parce que moi je suis un photographe portraitiste. Moi mes clients c'est des particuliers, des artistes, des personnalités publiques, les politiciens. Donc ceux-là, tu ne peux pas le prendre en photo avec un appareil, un smartphone. C'est deux résolutions différentes, deux qualités différentes de photographie. Bon, qui t'a défini la finalité du cliché pris lors du shooting. Les gens de communication ne peuvent pas prendre des images avec les smartphones. Parce qu'après, ça peut faire des développements à grande échelle. Voilà, c'est pas ça faire de résolution. Par ailleurs, il ne suffit plus seulement de nos jours de prendre une image, la post-production est désormais une étape importante en matière de photographie. Nous avons assez de logiciels de retouche photo qui permettent à des artistes photographes de s'exprimer autrement, de montrer la photographie ou de passer un message à travers une seule image, ce qui ne pourrait pas se faire longtemps et qui ne peut pas tout se faire avec un smartphone. Beaucoup de personnes ne veulent plus prendre la photo brute, c'est-à-dire la photo classique que nous connaissons, mais veulent aller au-delà. Nous pouvons enlever des taches dans le visage, nous pouvons enlever une barbe qui déborde par exemple, nous pouvons corriger une faute de lumière sur le sujet, nous pouvons mettre des lunettes à la personne s'il n'en a pas, des choses en tout cas qui rendent vraiment la photo différente de celle qu'elle était à la base. Mais ces infidélités aux images ne risquent-elles pas de trahir leur nature? Si ce n'est que pour des photos portraits, on n'a pas forcément besoin de trop d'effets. Mais si c'est pour des photos artistiques, ça dépend du photographe. C'est un choix qu'on fait. Et pour un résultat fixe, donc je ne peux pas dire que c'est dénaturé ou pas. On ne dénature pas en tout cas le sujet. On essaie de rendre le sujet fidèlement, on essaie juste de corriger quelques imperfections de la photo et puis c'est bon. Nous parlons de l'image, elle ne soit pas dénaturée. Si l'image à la base véhicule un message, tout dépendra du type de photographe ou du type de photographie qui est en question. Ce n'est pas dénaturer la photographie, c'est plutôt apporter sa touche, avoir sa particularité. Il m'arrive de livrer des photos non retouchées que des clients préfèrent pour ceux qui veulent rester dans le classique. Mais aujourd'hui, en fait, le travail que j'ai proposé au monde entier
veut ce style de photo, veut cette retouche, veut ce perfectionnement. Je pense qu'aujourd'hui, grâce au logiciel, nous arrivons à corriger des choses que l'analogique ne nous permettait pas de faire forcément avec l'ordinateur. Une chance. Désormais, ces photographes, fiers, vivent de leur art. J'ai vu de ces séances photos que je fais aux gens, peut-être pour des campagnes politiques ou des couvertures médiatiques, pour les gens qui sont dans la mode, pour des gens qui vendent un service. Je fais des photos. Je peux faire des photos de bâtiments, des hôtels. J'ai des expositions et tout. Quand tu vas exposer sur des festivals, tu rentabilises. Et en même temps, il peut y avoir des festivals et des gens qui viennent suivre, qui sont intéressés par ton produit, qui te les achètent. De toutes les manières, c'est revu d'une certaine manière pour qu'on puisse en vivre et qu'on soit fier d'être photographe. Vous en vivez, vous? Oui, pleinement. Parole du promoteur du premier festival béninois entièrement dédié à la valorisation de la photographie, Festiflash. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.